Bien, merci d'être venu. Je vais vous présenter les personnes qui vont intervenir ici au cours de cette rencontre. On va commencer par Madame Martine Kevao, qui est la présidente de l'association des ressortissants de Dieuco en France et en Europe. L'avocat, Maître Basile Denard, avocat à la Cour. Michel Gali, qui est politologue, et moi-même, Toussaint Alain, ex-conseiller du président Gbagbo. Je voulais préciser, pour que nous soyons très efficaces, que c'est une conférence de presse qui est exclusivement réservée aux journalistes. Donc ce n'est pas un meeting ou un débat avec les intervenants, les 4 qui sont ici, dont j'ai énuméré les noms. Et donc nous sommes là pour une information qui est destinée aux médias. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Et je vais passer la parole à l'avocat, Maître Basile Denard, pour vous situer le cadre et vous dire pourquoi nous sommes ici. Maître. Oui, bonjour mesdames, messieurs. Donc effectivement, le cadre aujourd'hui, c'est d'expliquer la situation en particulier dans une partie de la Côte d'Ivoire qui est l'ouest, et en partie dans la zone de Douékoué et les environs, dans lesquels sont perpétrés depuis un certain temps, et en particulier depuis novembre 2010, un certain nombre de crimes que l'on peut malheureusement aisément qualifier de crimes de guerre. Certaines autres qualifications seraient envisageables, en tous les cas à minima, celle-ci l'est. On est donc dans une situation où, suite aux élections mouvementées, vous le savez, de 2010 et aux élections législatives de novembre 2010, il y a eu, dans les mois qui ont suivi, un certain nombre de crimes de guerre, qui ont fait plus de 3000 morts, essentiellement dans cette zone donc, de l'ouest de la Côte d'Ivoire, zone de Douékoué. Et la Cour pénale internationale, c'est-à-dire la justice internationale, a été saisie de ces crimes, mais a fait jusqu'à maintenant un travail peut-être efficace, mais partial. Un travail partial, car elle a enquêté sur les exactions commises ou prétendument commises, ça sera la Cour pénale internationale de l'expliciter, par les tenants et les pro-Gbagbo, anciennement au pouvoir, et a complètement omis d'enquêter dans un premier temps et jusqu'à aujourd'hui sur des exactions commises par les forces, ce qu'il est coutume d'appeler les forces pro-Ouattara. Donc on sait que depuis novembre 2010, le gouvernement en place a évidemment les leviers militaires et politiques permettant de contrôler le pays. Et depuis cette date, malheureusement, il y a eu de nombreux crimes de commis. Je vous le dis, il s'agit de crimes de guerre. Et à l'heure actuelle, alors que l'opinion internationale commence à être au courant de ces choses-là et qu'un certain nombre d'organisations non gouvernementales, Amnesty International et bien d'autres, ont déjà soulevé le problème, eh bien malheureusement, la Cour pénale internationale n'a à l'heure actuelle toujours pas enquêté sur ces faits. Alors ça pose plusieurs difficultés. Ça pose évidemment des difficultés morales et philosophiques, puisqu'il y a des crimes qui ne sont pas punis pour l'instant et dont on n'est même pas à l'heure actuelle en train de rechercher les auteurs. Et puis ça pose également des difficultés en termes de crédibilité de la Cour pénale internationale. Et enfin, ça pose un problème à moyen terme qui est celui de la réconciliation du peuple ivoirien, composé de différentes ethnies, de différents groupes politiques, et qui, si on a une justice hémiplégique, c'est-à-dire une justice sélective qui condamne les anciens ou les pro-Gbagbo et qui n'enquête pas sur les faits qui pourraient et qui vraisemblablement ont été commis par les forces pro-Ouattara, va empêcher toute réconciliation nationale dans ce pays. Parce que ça avive les tensions, ça avive les rancœurs, et que dans ces conditions, avec des ethnies différentes et des groupes politiques différents, si la justice n'est pas homogène, impartiale et non sélective, c'est-à-dire qu'elle s'attaque à tous les criminels, quels qu'ils soient, malheureusement, évidemment, il va être très très difficile d'avancer et d'avoir un groupe homogène dans ce pays.
C'est pour ça, et parce qu'on a constaté malheureusement que au niveau national, aucune décision judiciaire et politique n'avait été prise pour sanctionner ces crimes qui ont été commis dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. À l'heure actuelle, il y a eu 140 arrestations en Côte d'Ivoire suite à ces crimes. Sur les 140 arrestations, il y a 140 arrestations qui concernent des anciens ou des actuels pro-Gbagbo et aucune qui concerne des pro-Ouattara, ce qui signifie qu'on a clairement au niveau national des décisions qui sont prises manifestement partiales. Aussi, aujourd'hui, la seule façon d'aller au-delà et de vaincre cette inertie et de pouvoir enquêter, il s'agit dans un premier temps d'enquêter, de savoir qui sont les responsables de ces crimes, et puis la Cour pénale internationale, évidemment, en fonction des éléments de preuve, après, décidera et jugera. Mais au moins enquêter sur les personnes qui ont pu commettre ces crimes et ne pas rester strictement sur cette position qui est celle d'avoir des mandats d'arrêt et des arrestations qui concernent des anciens pro-Gbagbo. Aujourd'hui, techniquement, la solution, c'est de saisir la Cour pénale internationale. L'État français, en tant que partie au statut de Rome qui a institué la Cour pénale internationale, est seul en mesure de saisir le procureur de la Cour pénale internationale pour qu'il diligente une enquête afin d'éclaircir les responsabilités de ces crimes contre l'humanité, en tous les cas de ces crimes de guerre, si c'était cette qualification qui était retenue. Donc aujourd'hui, hier plus exactement, un courrier est parti au ministre des Affaires étrangères afin qu'il, au nom de l'État français, demande au président de saisir le procureur de la Cour pénale internationale pour que des enquêtes soient effectuées concernant les massacres et les responsabilités des hauts dignitaires qui pourraient être responsables, et donc d'essayer de trouver un certain nombre d'éléments de preuve et d'avancer sur cette affaire. Voilà. Et c'est une question, je crois, à moyen terme. Il y a deux idées fortes. La première, c'est que ces massacres cessent, parce que malheureusement, vendredi dernier, le 20 juillet, il y a encore eu 13 morts au minimum. Et certains chiffres sont beaucoup plus élevés, mais malheureusement, au minimum 13 morts dans un camp de Douékoué et aux alentours. Les témoins rapportent que des forces militaires officielles de la Côte d'Ivoire étaient présentes. Il s'agit de camps qui sont pourtant protégés par l'ONU. Suite à ça, et je le dis parce que internationalement, l'opinion commence à se mobiliser et les gouvernements aussi, les États-Unis, via leur ambassadeur en Côte d'Ivoire, ont demandé à ce que certaines mesures de sécurité soient instamment, c'est le terme utilisé, vous savez, vous connaissez le langage diplomatique, lorsqu'on en parle comme ça, c'est qu'il y a vraiment une urgence absolue, instamment de prendre des mesures pour assurer la sécurité des civils, et puis pour diligenter une enquête. Donc les États-Unis, via leurs représentants en Côte d'Ivoire, ont demandé à ce que les autorités nationales procèdent à une enquête, et l'ONU elle-même, dans son dernier rapport daté de la semaine dernière, évoque un état sécuritaire dans la zone déplorable et manifeste son inquiétude, une fois encore en langage diplomatique. Lorsqu'on parle d'inquiétude, vous savez à quel point malheureusement c'est que déjà la situation sur place est très compliquée. Donc aujourd'hui, nous demandons à l'État français de saisir le procureur de la Cour pénale internationale afin qu'il diligente une enquête concernant les massacres qui, depuis au moins novembre 2010, c'est-à-dire les élections législatives en Côte d'Ivoire, présidentielles, excusez-moi, ont été perpétrés, ont fait au moins 3000 morts, et dont on sait, puisque cette période-là, c'est les forces pro-Ouattara qui ont les leviers de pouvoir politique et militaire, dont on sait qu'il y a eu un certain nombre de morts, et donc on demande à ce qu'une enquête soit diligentée afin d'établir les responsabilités et de traduire les responsables devant la justice internationale, c'est-à-dire devant la Cour pénale internationale, et éventuellement de les condamner si la Cour pénale internationale l'estime légitime. Je vais passer la parole à Madame Kevao, qui est présidente de l'ARDEF, donc de l'Association des réfugiés, des ressortissants de Douékoué en France et en Europe, et qui est très investie évidemment dans cette situation depuis de nombreuses années, depuis plus de 10 ans maintenant. Merci, Maître
me passer la parole. Je remercie toute l'assistance ici présente, tous les journalistes, les mouvements d'association, tous les amis et camarades qui depuis 10 ans nous soutiennent dans cette douloureuse démarche. Avant de commencer mon exposé, je voudrais d'abord, comme Maître l'a dit, m'adresser à l'État français pour savoir qu'est-ce qui se passe réellement au niveau de l'ouest de la Côte d'Ivoire, parce que, à ma qualité de victime, j'ai moi-même perdu 5 membres de ma famille dans les événements de Diopri en avril 2011, dont ma mère. Et cette histoire, depuis 10 ans, n'a jamais eu de fin. On accuse toujours une partie des belligérants. Depuis 2002, que le coup d'État a éclaté en Côte d'Ivoire, cette région a été envahie par toutes les milices et les rebelles qui, à l'époque, étaient au sein du mouvement MPCI, MJP et MPIGO, qui sont devenus par la suite des forces nouvelles qui ont combattu l'armée ivoirienne. Les forces nouvelles, en 2011, sont rebaptisées encore FRC, Forces armées de la Côte d'Ivoire, alors qu'il y a l'armée nationale qui est là, qui a été mise de côté, je ne sais pour quelle raison. Quand il y a une armée dans un pays, elle est faite pour la sécurité de la nation entière. Mais au niveau de la Côte d'Ivoire, les choses sont de 2 poids, 2 mesures. Dans l'armée actuelle de M. Ouattara, qui est composée donc des mouvements rebelles que je viens de citer, qu'il a rebaptisé lui-même Force Nouvelle, où il a inséré des dozos. FRCI. Oui, il y a des FRCI, des Forces Nouvelles qui sont devenues FRCI, et dans les FRCI, il y a des dozos. Donc toutes ces les dozos plus les forces rebelles, c'est ceux-là qui forment aujourd'hui l'armée ivoirienne. La gendarmerie et la police qui est censée protéger, régler la vie normale de tous les jours, est mise à l'écart. Elle n'a pas droit aux armes, donc même quand vous êtes en danger, un policier ne peut pas vous secourir. Encore moins un gendarme. Tout ce monde est dans le même paquet. Ma question que je souhaiterais poser à la communauté internationale est la suivante. Comment on peut affecter dans un pays en conflit des soldats dits de la paix au sein de l'ONU qui ont été, avec toutes ces résolutions qui depuis Accra 2, 3, 4, 5, je ne sais quoi, jusqu'à Marcoussis, qui sont en Côte d'Ivoire. À chaque fois qu'il y a des crimes, ces forces sont présentes, mais n'ont jamais rien fait. À l'époque, les gens disaient que oui, ils ont intervenu, mais ceci, cela. Mais tout récemment à Diopri, comment pouvez-vous imaginer dans un camp de réfugiés construit par le HCR? À l'accès du camp, il y a 3 postes de contrôle qui est gardé par l'ONUCI, par l'institution ASSA qui est Afrique Assistance et Secours, avec une autre ONG qui s'occupe des réfugiés à l'intérieur du camp pour la scolarisation des enfants. Et Afrique Secours et Assistance est chargée de la sécurité à l'intérieur, donc il fouille les bagages à l'entrée et à la sortie du camp. Il fouille les pièces d'identité des gens, et ce, tous les jours. Et des dozos armés de gourdins jusqu'aux dents, avec des forces régulières de M. Ouattara. Ils arrivent là, on met le camp à feu,
On explose des femmes. On a vu des photos, une dame qui était en train d'allaiter son bébé qui a été cramée. Ils prennent tous ces corps-là, c'est l'ONU qui ramasse tous ces corps et qui les emmène dans un trou derrière la maison de M. Tunkara Adama, qui est originaire de Djokwe, et ministre des Mines, c'est ça, et un haut responsable du RDR parti au pouvoir d'Alassane Ouattara. Ils interdisent à l'ONG, aux Croix-Rouges et autres, de compter les corps. Les derniers témoignages qu'on a eus, ils ne peuvent pas. La Croix-Rouge ne peut pas compter les corps, les DOSO les empêchent, les FRCI les empêchent, et ils ramassent tous ces corps-là pour les déposer derrière, dans un gros trou, derrière la maison de M. Tunkara. Les réfugiés à l'intérieur, avec ceux qui ont fui et ceux qui eux-mêmes ont pu ramasser, il y a eu 200 corps actuellement qu'ils ont pu identifier. Et on nous annonce 13 morts, dont 4 Malinqués qui seraient morts suite à des braquages. Donc les braquages seraient perpétrés par des gens qui sont à l'intérieur du camp. Mais ce qui m'étonne d'ailleurs est le suivant. Suite à ces événements, le ministre auprès du président de la République chargé de la Défense a déclaré ici à Paris qu'il savait que cette situation arriverait tôt ou tard. Vous comprenez? Un ministre chargé de la Défense qui déclare suite à un massacre comme ça que c'était prévisible. Comment le savait-il et pourquoi il n'a rien fait? Est-ce bien la preuve? Parce que avant l'arrivée de Ouattara dans la région de l'Ouest, en avril dernier, il avait envoyé 4 ministres pour prospecter le camp de tout l'Ouest. À cette époque, ils ont prévenu les gens pour dire que si ils sont arrivés dans le camp, ils ont dit aux réfugiés, si le président arrive ici et que personne n'applaudit, vous aurez de graves ennuis. Et les réfugiés les ont lapidés. Est-ce suite à ça qu'on envoie des dozos pour les cramer? Devant l'ONU, devant Afrique Secours et Assistance, devant le préfet, le commissaire de police et le commandant de la gendarmerie, et personne n'intervient. Et M. Ouattara, lors de sa visite, quand il est parti à l'Ouest, il a ordonné aux ONG qui s'occupaient des réfugiés de cesser toute action humanitaire. Depuis 4 mois après son départ maintenant, les réfugiés ne reçoivent aucune aide alimentaire. Pourquoi? Et quand il vient ici en Europe, c'est le président de la République démocratiquement élu. Et j'aimerais savoir ce que le gouvernement français entend par ce mot démocratie. Est-ce ce mot consiste à endeuiller toute une nation parce qu'on ne soutient pas X ou Y? Je n'en sais rien. Et pourquoi tant de victimes? Et jusqu'où ça va aller? Suite à un appel à témoins fait par la CPI en juin 2011, nous avions envoyé un dossier des événements de 2002 jusqu'à 2011. On l'a envoyé avec accusé de réception. On a reçu le document comme quoi tout est arrivé à bon port. On n'a jamais eu de suite. Mais à ma grande surprise, j'ai consulté le document de la CPI de novembre dernier. Tout ce qu'il y a dans le document, dans notre dossier transmis, a été retransmis dans le rapport de la CPI, mais établi par le procureur. Mais ce que je ne comprends pas, si le procureur, tel que le document avait été présenté,
par le rapport que j'ai lu de la CPI, les choses sont établies de cette façon-là, pourquoi alors, avec tant de crimes qui se perpètrent, les gens ne peuvent plus aller chez eux? Les gens, les ouais chez eux à l'ouest, ils ne peuvent plus aller dans leur campement, ils ne peuvent plus aller dans leur village, si toutefois village il y a encore. Mais les gens sont prêts à partir, même s'il n'y a plus de maison, ils peuvent construire leur hameau et dormir là-dedans que d'être dans des camps de réfugiés. D'ailleurs, cela, les réfugiés l'ont proposé au HCR avant de construire ce camp où ils viennent de périr. Ils leur ont dit non, on préfère que vous construisiez ces camps dans nos villages respectifs et qu'on rentre chez nous plutôt que vous nous amassiez ici parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Et pour des raisons de sécurité, d'après ce qu'ils ont dit, qu'on ne pourra pas parcourir tous les villages pour vous encadrer, on a préféré vous mettre dans ce camp qui fait 17 hectares. Donc ils ont regroupé tout le monde là. Et en plein jour, FRCI, Dozo, Malinké, Jeune Malinké, tout le monde devant, préfet, ONU, Afrique Secours, commandant de police, tout le monde les regardait là, avec tous ces hurlements, et les gens clamaient. Et dans les médias, ici en Occident, rien n'est dit sur ce qui se passe là-bas. Pourquoi? Est-ce qu'il y a deux façons d'avoir droit à une vie? Je n'en sais rien. Alors moi, j'aimerais savoir. La dernière fois, quand Soro est arrivé ici, il a dit ouais, que lui, il est devenu rebelle parce que à l'époque de Puz ou Fouette, le Nord était exclu de la vie en Côte d'Ivoire parce qu'ils étaient à l'écart, puisque les gens ne les considéraient pas comme des Ivoiriens. Et c'est pour ça qu'il a pris des armes pour se défendre. Alors, comment un monsieur qui est chef rebelle, rebaptisé Force Nouvelle, rebaptisé Premier ministre, ministre de la Défense, ministre de tout, nommé encore à la tête de l'Assemblée nationale avec des pseudo-élections qu'ils ont fait en décembre dernier, où il ligotait tout le monde, personne d'autre n'avait le droit de se présenter si tu ne fais pas partie du RHDP. Il est à la tête de cette assemblée. Et un monsieur, un honorable député, président de l'Assemblée nationale française, a osé recevoir celui-là sur un plateau en or. Comme si tous ces crimes étaient, je ne sais pas, pour l'État français qui est aussi soucieux des droits de l'homme, comment recevoir un type comme ça, sans même parler de faire allusion à ce qui s'est passé et à ce qui se passe. Et encore demain, M. Ouattara sera sur un plateau en or. Alors je dis non. Je dis non. En ma qualité de citoyenne française et ivoirienne, je fais partie quand même du monde, même si je suis ouais et que je n'ai pas le droit de vivre, parce que c'est comme ça que je le traduis. Je suis quand même une contribuable. Les soldats de la paix sont payés par les contribuables. L'État français fonctionne aux frais des contribuables. Alors je demande des comptes. C'est pour ça que j'ai été voir ma qualité de présidente des ressortissants de Diokwe en France et victime depuis 10 ans. Et peuple, ouais, qu'on nous donne notre statut. Est-ce qu'on n'a pas le droit d'être des humains? Est-ce qu'on n'est pas considéré je ne sais comment? Avant qu'on nous dise. Mais pourquoi on peut regarder ça? Je me garde de vous montrer ces images parce que la seule chose que je vais vous montrer, c'est un exemple. Voyez ce monsieur, Amandé Ouremi, qui est le chef des Dozo de la Côte d'Ivoire à Diokwe. Ce monsieur, expliquez-moi comment un Burkinabé que les Ouais ont accueilli chez eux parce qu'il est né à Diokwe, ou bien il est arrivé là très jeune, qui est le chef des rebelles de Dozo, là,
représentant des Dozo, et c'est l'ONU qui les photographie. Hein. Le jour, il est FRCI, et la nuit, c'est un Dozo. Donc, les populations, en juin 2012, là, dans un village à Diba, dans la commune de Guéyéblis, département de Djokwe, les FRCI sont arrivés, ils ont commencé à tirer sur tout le monde parce qu'ils auraient appris qu'il y a un milicien qui est dans le village. Et ils font appel, ceux qui ont pu fuir, ils ont fait appel à l'ONU et au préfet. Et le préfet qui arrive avec l'ONU, il leur dit aux villageois, on va vous envoyer des Dozo pour vous garder parce qu'ils sont mieux armés que les FRCI. Les villageois disent, mais non, les Dozo, ils ne peuvent pas nous garder parce que quand ils arrivent, ils commencent à tirer. Et le paradoxe, les agents de FRCI qui ont tué et qui ont violé, parce que la fille qu'ils ont violée, non déjà c'est une handicapée, ils lui ont tiré sur sa jambe qui est en bon état, qui est actuellement amputée. Donc imaginez comment elle peut marcher. Et les Dozo qu'on envoie, c'est ce monsieur. Et c'est le même monsieur qui était venu en tant que FRCI. Et à l'heure où je vous parle, les Dozo sont stationnés dans tous les villages à l'ouest de la Côte d'Ivoire pour surveiller les ouais. Quand il y a un problème avec les Dozo, ils font appel au FRCI et c'est les mêmes bonhommes qui vont changer de tenue et qui reviennent. Et il n'y a pas de solution. Et cela se passe sous les yeux. Chaque jour qui passe, chaque seconde qui passe, chaque heure, chaque minute, un ouai doit tomber. Ou violer, ou je ne sais pas. C'est pour ça que je vous ai fait appel, pour me faire entendre, pour attirer l'attention de l'opinion publique. Ok. Merci, Madame la Présidente. Je pense que vous comprenez naturellement l'émotion de la présidente de l'association des ouais. C'est une situation inacceptable. D'autant que en 2010, la communauté internationale a forcé la main au président Gbagbo afin qu'il organise les élections qui étaient censées ramener la paix dans notre pays. Il y a 2 jours, j'ai eu des sources humanitaires qui sont présentes dans la région de Djokwe, une organisation, même 2 organisations, une danoise et une norvégienne, qui ont fait état d'un bilan plus important que celui annoncé dans les médias. D'abord, je vais vous donner quelques chiffres. Selon les recoupements qui sont faits par ces organisations, il y aurait au moins 211 morts. 211 morts. D'autres sources, notamment via la presse, indiquent 13 morts. C'est une comptabilité macabre, mais il faut quand même donner des chiffres pour indiquer l'ampleur des massacres qui ont cours dans l'ouest de notre pays. Il y avait dans ce camp exactement 5385 déplacés, tous des ouais, originaires de 34 localités de cette région. Et selon le chiffre qui m'a été communiqué il y a 48 heures, environ 600 personnes seulement étaient regroupées à la mission catholique. Donc il y a des questions que l'on peut se poser légitimement. Que sont devenus les autres? On me signalait également il y a 48 heures que des soldats, mi-FRC, mi-Dozo, passaient de maison en maison dans ces contrées de Djokwe, donc une sorte de chasse à l'homme, enlevant des jeunes gens pour les conduire vers des destinations inconnues. Ce sont des faits très graves. Ce qui m'interpelle ici, c'est de voir que ces événements se produisent au moment où M. Ouattara se voit dérouler le tapis rouge sang par le gouvernement français
à l'occasion d'une visite qualifiée d'officielle par les autorités de ce pays. Et j'observe également la lenteur avec laquelle le gouvernement français a réagi au massacre de Dieucoué, alors que les États-Unis, la Suisse, l'ONU ont réagi dans les heures qui ont suivi ce massacre. La France, les autorités françaises ont rendu public un communiqué seulement lundi. Je pense qu'il faut dénoncer cette duplicité. Il faut refuser d'accepter que le pays des droits de l'homme cautionne un régime liberticide, génocidaire. C'est une sorte de prime à la violence et au massacre que M. Ouattara vient recevoir auprès du gouvernement français. Et je voudrais vraiment dire mon indignation et celle de l'ensemble des Ivoiriens et des Africains. Car on nous a vanté le régime ou le projet de M. Ouattara comme étant celui d'un démocrate. Il s'avère en réalité que M. Ouattara n'a franchement rien à faire, excusez-moi, des droits de l'homme et du respect de la vie humaine. Et c'est dans ce contexte que nous apprenons qu'une convention a été signée entre le gouvernement ivoirien et le gouvernement français, notamment via le Club de Paris, pour une remise de la dette d'environ 3,5 milliards d'euros. Il n'y a pas meilleure prime au meurtre que ce geste fait par les autorités françaises. Donc c'est une interpellation parce que la France est un partenaire important de la Côte d'Ivoire. Elle y est présente bien entendu économiquement, politiquement, diplomatiquement, mais surtout militairement à travers les forces qui sont stationnées au 43e BIMA, mais aussi et surtout à travers la force Licorne qui a agi, dit-on, en appui des forces onusiennes pour renverser le président Gbagbo en avril 2011. Donc, la saisine évoquée tout à l'heure par l'avocat est tout à fait légitime. C'est le parrain de M. Ouattara qui est invité à saisir la Cour pénale internationale afin que celle-ci enquête sur les meurtres de son filleul. Cela me paraît tout à fait cohérent. Il faut que le gouvernement français prenne ses responsabilités. Il est bon de demander à la CPI d'enquêter sur le régime soudanais de M. Bachir. Il est tout aussi bon d'interpeller l'opinion sur des crimes qui auraient été commis en Libye, demander que la CPI puisse intervenir. On évoque également cette même saisine pour les événements de la Syrie, mais et la Côte d'Ivoire? Il ne se passe rien là-bas. Pouvez-vous me dire le nombre de communiqués ou de déclarations faites par les autorités françaises depuis le 11 avril 2011 relativement à la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire? Il ne se passe pas un seul jour sans que les forces de M. Ouattara, abusivement appelées forces républicaines en Guémé de Côte d'Ivoire, se livrent à des massacres, à des viols, à des rapts. Et ce sont des jeunes gens qui sont enlevés et toujours conduits vers des destinations inconnues. Donc il est temps que cela cesse. Et je voulais également dire que nous ne grossissons pas le trait. Moi, je suis politique, elle est de la société civile, elle est victime, elle vous l'a dit. Sa mère a perdu la vie lors des événements de Dieucoué. Donc c'est une victime directe également de ces événements-là. Mais notre responsabilité est de dire à la France qui donne sa caution et dont les dirigeants, je peux le dire, travaillent dans le droit fil de ce qui était déjà fait par le régime, par le gouvernement précédent. C'est sa responsabilité de rappeler à M. Ouattara quelques exigences, notamment de notre société, l'état de droit, la République, la démocratie. Ce sont des valeurs avec lesquelles on ne peut pas et on ne peut plus transiger. Voilà, donc cela est important et il faut que la France prenne ses responsabilités. Elle a accepté que M. Gbagbo quitte le pouvoir par un coup de force pour y installer M. Ouattara. Elle doit également accepter de saisir la Cour pénale internationale pour enquêter sur les crimes commis depuis de longues années, et particulièrement en un an. Vous savez, si on compte les 211 victimes de ce week-end et celles de l'année dernière, cela voudrait dire qu'à Dieucoué, il y a chaque jour 3 à 4 personnes qui y perdent la vie. Et pas des morts par maladie, mais par la violence des armes des soldats de M. Ouattara. Donc il est important que cette action soit véritablement engagée et Maître Bénard a adopté la démarche qui nous paraît la plus cohérente et la plus logique
Donc rappeler à la France sa responsabilité en Côte d'Ivoire. Michel Galli. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc, après l'exposé des faits par Martine Kaivao et la mise en perspective politique d'Alain Toussaint, comme politologue, je voudrais revenir sur certains points et qui m'interpellent d'autant plus que j'étais peut-être le premier, en tout cas un des premiers politologues à travailler sur cette guerre ouest-africaine depuis 1989. Quand certains s'en souviennent, Charles Taylor et une centaine de guérilleros sont entrés depuis la Côte d'Ivoire vers le Libéria. Alors, tout d'abord, je suis étonné par le vocabulaire, par la sémantique qu'emploient les États, les politiques, tant ici que là-bas, et peut-être même par les médias, et parfois même, d'ailleurs, par des partisans du camp Gbagbo, par la presse bleue, comme on dit en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que ça veut dire des exactions? Qu'est-ce que ça veut dire l'insécurité? Qu'est-ce que ça veut dire on meurt à Douekoué? C'est pas possible d'employer, dans mon sens, ce vocabulaire. Bien sûr, quand vous regarderez le dossier qu'a préparé Martine Kaivao et son association, il y a des images, comme dans tout crime de guerre ou génocide ou conflit, qui sont insoutenables. Donc il y a un réflexe de distanciation. Mais pas d'euphémisation, pas de cacher le fait derrière un vocabulaire quand même général. On ne peut pas dire on meurt, il y a quand même des assassins et des victimes. C'est pourquoi on insistait sur les crimes de guerre et les génocides, on va y revenir. Donc c'est vrai, depuis un an, même du côté des organisations humanitaires des droits de l'homme, on n'a pas de bilan des victimes du régime Ouattara, un an et plus, puisque c'est depuis le 11 avril. Dans un document que vous trouverez sur Internet, le régime Ouattara et les droits de l'homme, j'ai fait des estimations à la fois depuis 2002, mais depuis avril 2011, j'estime personnellement entre 3 000 et 5 000 victimes, tant à Abidjan que dans l'Ouest et dans le Sud en général. On va revenir sur cette dimension, en quelque sorte, géopolitique. Effectivement, après ou pendant la conquête d'Abidjan, la bataille d'Abidjan, comme on a pu le dire, il y a non seulement des partisans, en tant que militants ou proches du Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo, qui ont été visés par des représailles, mais il y a eu aussi, c'est beaucoup plus grave, des représailles ethniques, à base ethnique, voire dans certains cas une épuration ethnique, ce qui ciblait l'ethnie du président Gbagbo, les Bété, les Guérés, et aussi d'autres ethnies comme les Atiers ou les Dida. Il y a même eu des termes inventés par les pro-Ouattara pour les stigmatiser. Donc, par exemple, BAD, les BAD, bien sûr les mauvais en anglais, c'était les Bété, les Atiers et les Dida. Il y a eu aussi des termes auxquels vous avez fait allusion dans vos écrits, d'un responsable élevé du RDR, le parti de M. Ouattara, qui parlait de nettoyer l'Ouest. Alors quand on commence à animaliser l'ennemi, à parler de l'exterminer, ça rappelle furieusement des situations comme celle du Rwanda. Je voudrais revenir sur la situation au-delà des victimes, puisque tout le monde n'est pas ivoirien, n'est pas guéré ici, notamment parmi les journalistes, la situation qui prévaut dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Tout d'abord, c'est une zone forestière, une zone d'immigration, notamment nordiste et sahélienne. Et ici, il y a des autochtones, comme les Guérés. Il y a aussi donc, des étrangers qui viennent du nord de la Côte d'Ivoire, qu'on appelle des Dioula, populairement, principal des Malinqués, mais il y a aussi effectivement des Burkinabés, en tout cas des Sahéliens. Et il y a des chefs de guerre, comme Amadé Rémy, qui, avec sa bande plus ou moins criminelle depuis fort longtemps, puisque quand j'étais avec des ONG en 2010, faire du terrain pendant plusieurs mois, y compris en zone rebelle, on me signalait que sa bande déjà, non seulement commettait des meurtres, mais installait, moyennant finance, des migrants burkinabés dans la région. Donc c'est quelque chose qu'il faut voir sur la longue durée. C'est ce qu'on a pu appeler des migrations de guerre, des migrations porteuses de guerre, qui visent dans un premier temps à prendre les terres, à mettre en minorité les autochtones dans leur propre pays, voire à commettre des crimes ou des génocides pour les forcer à partir
il y a eu jusqu'à 300 000 Ivoiriens qui se sont exilés au Libéria. D'après mes sources au HCR et du côté du Libéria, il y a environ 70 000 guérets qui sont soit dans des camps du HCR, soit dans des villages frères, puisque de l'autre côté de la frontière, les guérets sont proches de la frontière du Libéria, de l'autre côté c'est le même peuple qu'on appelle là-bas les Krans, l'ennemi de l'ancien président libérien Samuel Doe, et c'est par ce passage des frontières que certes des populations victimes peuvent se réfugier, mais aussi que cette guerre peut faire le tour entre plusieurs pays depuis au fond une vingtaine d'années. Alors quand on parle du côté de l'État ivoirien de mercenaires, là aussi le vocabulaire est inadéquat. Ce sont soit des exilés ivoiriens, soit leurs frères Krans qui font des incursions en territoire ivoirien, ne serait-ce que pour défendre leurs frères, voire peut-être se venger, puisque ces situations de violence impliquent une contre-violence. Alors, c'est vrai qu'il ne peut pas y avoir de protection, comme l'a dit Martine Kaivao, c'est une situation quasi unique, en tout cas en Afrique. Quand il y a des milices pro-Ouattara rebaptisées FRCI et Dozo, qui sont armées, parfois puissamment armées, et que l'armée, la gendarmerie et la police ivoirienne sont désarmées. Et c'est même le cas à Abidjan. Donc, au lieu d'intégration de toutes ces forces paramilitaires dans l'armée, on assiste toujours à cette dichotomie avec une dimension nord-sud dont les journalistes, les médias et même les analystes ont peu conscience ici en France, mais qui est très présente quelque part. La victoire, ce que j'ai appelé le coup d'État franco-onusien du 11 avril 2011, et celle du côté africain ivoirien, des nordistes sur les sudistes, et les corps paramilitaires FRCI et Dozo sont effectivement des nordistes qui prennent à la fois l'ouest mais aussi Abidjan comme un terrain de chasse, ce qu'on a pu appeler la gouvernance par la violence au nord de la Côte d'Ivoire. Après avril 2011, elle s'est transférée au sud avec les résultats dont on est en train de parler. Alors, crime de guerre, certes, crime de génocide, c'est aussi complexe et disputé qu'au Rwanda. Parce que je vous rappelle les conventions de Genève 1947 et les analyses qu'en ont fait des auteurs comme Jacques Semelin, avec qui j'ai eu l'honneur de travailler pendant des années à l'Institut d'études politiques, qui est le grand spécialiste des crimes de masse et des génocides. Eh bien, ces conventions de Genève, elles font obligation aux puissances du Conseil de sécurité d'intervenir militairement. Et là, il y a un problème, parce qu'il y a non seulement le corps expéditionnaire Licorne, mais les forces onusiennes elles-mêmes, qui sont, comme vous l'avez dit, en dessous de tout, qui ne peuvent pas protéger les civils. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette mise en perspective, au fond, ivoiro-ivoirienne de la situation. Et peut-être on va passer aux questions-réponses de la part des médias et des journalistes. Bien, chers amis journalistes, merci Michel Gali. Voilà, la parole est à la presse. Je rappelle que tout à l'heure, vous pourrez poser des questions soit à madame ou à l'avocat, et peut-être à Michel Gali, ou à moi, ou à moi-même, selon vos souhaits. Voilà, question? J'entends les mouches voler, ça veut dire que... On peut dire qu'on a terminé et que après vous allez faire du face-to-face. Voilà, c'est bon? C'est ce qui nous intéresse. À vous, chers amis. Non, il y a une... juste 2 secondes. Il y a une question quand même. Question, moi c'est Christian Babé. Bon, voilà, tout à fait. Tout à l'heure, on avait reconnu, mais bon, voilà, on finit par s'y rattraper. Alors, donc, c'est pour dire, quelles sont les chances qu'une telle procédure aboutisse auprès du gouvernement français et dans quel délai peut-être? Est-ce qu'il y a des précédents des pays africains ou même des peuples africains qui ont porté plainte, qui ont demandé à la France de porter plainte pour génocide des crimes contre l'humanité et qu'un gouvernement français a pu réagir par l'affirmative? Et puis est-ce que c'est seulement la France qui peut être demandée, saisie, est-ce qu'il n'y a pas de pays européens qui peuvent être aussi saisis dans la même démarche? Est-ce que vous pouvez d'ailleurs redire, est-ce que c'est sur une qualification de crime de guerre ou plus large que vous avez fait? C'est à minima sur... en fait, on saisit l'État français qui, lui, va diligenter une enquête. Donc en fait, c'est l'enquête qui sera... demandé. Voilà, qui va demander une enquête au procureur de la Cour pénale internationale, et c'est donc au terme de cette enquête que la qualification a lieu.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de saisine avec une qualification juridique à proprement parler au début. On est à minima concernant les faits qui ont été évoqués aujourd'hui sur ce qu'on appelle des crimes de guerre. Ça correspond à une qualification particulière. Mais ça, c'est au terme de l'enquête que les qualifications juridiques seront déterminées, définies, puis éventuellement discutées après devant la Cour. Pour répondre à votre question, alors il y a plusieurs éléments. La première chose, c'est oui, le mode de saisine normal de la Cour pénale internationale, c'est effectivement le fait qu'un État, ce qu'on appelle un État partie, c'est-à-dire qu'il y a le statut de Rome qui a institué la Cour pénale internationale, qui a été signé par un certain nombre d'États, et tous ces États peuvent saisir, et c'est le mode classique de saisine de la Cour pénale internationale, peuvent saisir le procureur de la Cour pénale internationale, et une fois que la Cour pénale, le procureur est saisi, il diligente des enquêtes, et au terme des enquêtes, justement, il apprécie si on doit aller jusqu'au procès ou pas, et sur quelle qualification, sur quels critères. Ça dépend d'éléments, évidemment, entre autres d'éléments de preuve. C'est-à-dire qu'il y a la réalité des faits avérés, il y a aussi un élément plus technique qui est les preuves matérielles qui permettent de renvoyer quelqu'un devant la Cour pénale internationale. Sur la deuxième question qui était en fait la première, sur les chances d'aboutir, je crois que les chances d'aboutir sont sinon certaines, en tous les cas grandes. Par contre, les délais, j'ai plus de doutes sur le fait qu'il y ait une célérité importante. Monsieur Toussaint vient d'évoquer le fait qu'on est aussi, on n'est pas seulement sur du juridique, évidemment il y a un aspect politique qui entre en compte, même si nous, on est justement sur notre démarche, et je tiens à le préciser, pas du tout une démarche partisane, c'est une démarche qui vise l'immense majorité des pro-Ouattara et des pro-Gbagbo sont des gens modérés qui aspirent tous à la paix. Et l'objet de la démarche aujourd'hui, c'est essentiellement, il y a plusieurs urgences, et la plus urgente des urgences, si je puis m'exprimer ainsi, c'est que les exactions, effectivement le terme est quelque part une litote malheureusement, que les meurtres, les assassinats, les crimes de guerre, puisque c'est la qualification de ce qui se passe là-bas, manifestement on est dans une situation où le pays, la France va devoir saisir la Cour pénale internationale, le procureur, pour pouvoir avancer concernant les enquêtes. Je vous dis, sur la célérité, j'ai plus de doutes, effectivement, parce que des éléments politiques entrent en jeu, qui sont au-delà de ce que nous on veut, on veut juste que cessent dans un premier temps les crimes de guerre. Dans un deuxième temps, on souhaite que les gens puissent rentrer chez eux, puisque ça c'est important, et là c'est pareil, c'est un euphémisme quand on parle de camps, on parle de camps de déplacés, mais ça a été évoqué par Madame Kevao, les camps déplacés, c'est des camps à ciel ouvert, et dans lesquels, lorsque les gens malheureusement gardés par l'ONU, et malheureusement il y a quand même des assassinats qui sont perpétrés au sein de ces camps, et malheureusement il arrive aussi, les conditions d'hygiène étant telles qu'il y a aussi un certain nombre de personnes qui décèdent, qui sont atteintes de maladies graves, juste du fait des conditions. Donc sur la célérité et le fait que ça va aboutir rapidement, je suis plus perplexe. Sur le fait que ça va aboutir, j'en suis à peu près certain, pour des raisons que j'ai évoquées rapidement tout à l'heure et que je reprends, c'est que si ce n'est l'opinion commune internationale, en tous les cas, les ONG et certains pays, dont les États-Unis et la Suisse, M. Toussaint l'a rappelé tout à l'heure, sont mobilisés et diplomatiquement font des efforts importants pour mobiliser l'opinion internationale, et l'ONU aussi d'ailleurs. Et d'ailleurs, ce qui est très étonnant globalement dans cette situation, c'est que la Cour pénale internationale elle-même reconnaît qu'il y a matière à enquête. Mais pour des raisons qui sont vraisemblablement d'abord d'ordre financier, c'est-à-dire que ça coûte très cher d'enquêter, et deuxièmement pour des raisons qui sont aussi d'ordre politique, elle a décidé de procéder en deux temps, c'est-à-dire d'abord de caractériser ce qui peut être reproché au pro-Gbagbo et à M. Gbagbo et à certains dignitaires, et de procéder à l'examen de ce qui a pu être commis par le camp adverse par la suite. Sauf que on craint, la situation est une situation d'urgence, on veut que les meurtres cessent, et on craint que ça soit repoussé au calendrier grec. Et pour que ça ne soit pas repoussé au calendrier grec, on demande à la France de saisir la Cour pénale internationale. Et pour en terminer tout à fait, non, la France n'est pas le seul pays à pouvoir le faire. Nous, on est français, on habite ici, on souhaite que notre gouvernement le fasse, mais évidemment, tous les pays, États partis au statut de Rome à la Cour pénale internationale, Ok. Pour rajouter quelque chose, une seconde, une minute s'il vous plaît, par rapport à ce que Maître dit à la question.
Pour la durée, moi, c'est pas ça le problème. Nous, aujourd'hui, en tant que victimes, si on saisit la France pour qu'elle appuie ce dossier-là, pour qu'il avance, parce qu'aujourd'hui, si la Cour pénale est en Côte d'Ivoire pour enquêter, c'est par rapport au gouvernement français. Et c'est pour ça qu'ils font une justice sélective. Ils prennent d'abord ceux qui les gênent, et puis après, ils vont venir chercher. C'est cette décision-là que je refuse, que nous refusons. Parce que le temps qu'eux, ils vont enquêter sur les pro-Gbagbo, Ouattara et sa bande vont nous exterminer tous. Donc, est-ce que l'État français, est-ce que M. Hollande, dans sa politique de changement maintenant, j'espère qu'il va changer cette méthode-là de juger des criminels en 2 temps, régler d'abord ceux qui gênent et après, pendant ce temps, ils exterminent le monde. Moi, aujourd'hui, par la voix de tous mes compatriotes, il faut que la violence cesse. Aujourd'hui, dans tout l'ouest de la Côte d'Ivoire, il faut que le ouest se déplace, qu'ils aillent dans leurs plantations, qu'ils aillent dans leurs villages, qu'on les laisse tranquilles et on ne veut plus voir de dozo sur nos terres. Qu'ils dégagent de chez nous. Parce qu'on ne peut pas rester... Le HR nous construit des habitations de fortune et devant eux, ils nous rassemblent. Moi, je pense que c'est une complicité. Ils rassemblent les gens là et ils les entourent avec un grand mur et on vient, on met le feu. Jusqu'où ça va aller? Si les gens étaient dans leur village, comme ils leur avaient demandé, aidez-nous à rentrer dans nos villages et à réhabiliter nos maisons. S'ils avaient fait cela, le jour où tu es dans ton village, tu aperçois un dozo, au moins quelques personnes ont la chance de fuir, que de les mettre dans un enclos comme des poulets et qu'on vienne s'en servir comme on veut. Ça suffit. On ne veut plus de dozo sur nos terres à Djokwe, qui rendent nos terres, qui rendent nos maisons et qu'on rentre chez nous, qu'on circule dans nos plantations. Si on ne meurt pas de faim, on doit mourir de fusil ou bien on va nous brûler vifs. Regardez cette photo. Je m'excuse, j'aimerais vous la garder pour ne pas que vous regardiez ça. Regardez-moi ça. Ce sont des femmes qu'on a mis dans un enclos et qu'on vient mettre au feu. Un bébé en train de téter et qu'on vient brûler avec sa mère en plein soleil, en plein sommeil, devant des agents soi-disant de la paix. Mais il y en a marre. Alors j'aimerais dire à M. Hollande, le changement c'est maintenant, qu'il pense s'il était un ouais, qu'est-ce qu'il ferait face à tout ça? Humilié à longueur de journée, violé devant ceux-là même, devant qui ta nudité est sacrée. Que ferait-il? C'est tout ce que je lui demande. Les lenteurs juridiques, d'accord, mais qu'il ordonne tout de suite l'arrêt immédiat des massacres du peuple ouais et de la Côte d'Ivoire, de toute la nation entière. Bien. Merci. Mon question, c'est à monsieur l'avocat, mais moi, ce que je ne comprends pas, vous disiez tout à l'heure que la saisie serait un crime de guerre. Mais tout à l'heure, on a dit tout à l'heure, BAD, DPT, etc. Ces populations ne sont pas en guerre puisqu'ils sont définis comme tels. Moi, je pense que nous rentrons directement dans le cadre, à mon avis, que nous rentrons carrément dans le cadre du génocide. Et ces populations-là, elles ne sont pas en guerre. Et jusqu'à présent, la communauté internationale reconnaît ce système de Ouattara comme tel. Et voilà, donc c'est soi-disant que la paix revient et le Côte d'Ivoire n'est plus en guerre au niveau juridiquement. Alors, donc on ne peut pas considérer que c'est un crime de guerre. Moi, je pensais que nous rentrons tout simplement dans la logique de génocide. Et tout simplement, ces populations-là, ils sont définis comme tels. Alors, techniquement parlant, je comprends ce que vous dites de façon très spontanée, mais techniquement parlant, juridiquement parlant, c'est pas comme ça. D'abord, j'ai dit crime de guerre à minima, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs qualifications qui peuvent être retenues devant la Cour pénale internationale, et à minima, ça sera celle de crime de guerre, malheureusement, compte tenu des situations. Après, pour rentrer dans ce qu'on appelle crime contre l'humanité et génocide, il faut que ça réponde à certains critères qui, en fonction de l'enquête, justement, seront établis ou pas établis. Mais ça, c'est in fine, à la fin de l'enquête, que ces critères-là pourront être déterminés ou pas. Et voilà, pour en terminer tout à fait sur le fait que les crimes de guerre puissent être reconnus, si les crimes de guerre peuvent être reconnus, d'autant plus qu'on vise des faits qui commencent grosso modo en novembre 2010. Ok. Il faut dire aussi, excusez-moi, que ça explique la différence entre la plainte réelle et ce qu'on pensait, c'est-à-dire des plaintes personnalisées, comme par exemple Jacqueline Chamois a pu déposer plainte nommément à propos de son fils Michel Gbagbo parce qu'ils sont tous les deux citoyens français.
Et si j'ai bien compris, faute de compétence universelle, ça empêche de porter plainte directement contre tel ou tel responsable politique ivoirien. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'il y a des... alors d'abord, la saisine de la CPI n'est pas exclusive d'une saisine nationale, les deux peuvent cohabiter. Et effectivement, la différence, c'est que la CPI va être saisie globalement de ce qui se passe dans la région, tandis qu'en France, si on saisit via une plainte classique, on va se saisir ad hominem, c'est-à-dire concernant une personne en particulier. Et l'idée aujourd'hui, c'est que ça cesse et donc de protéger, de défendre l'intégralité du groupe. D'accord. Bien. Alors, notre ami, oui, mais l'avocat était très clair. Parce qu'il y a deux belligérants, oui, mais belligérants. Oui. Mais là, il n'y a pas de deux belligérants. Oui, il y a la population civile qui se... D'accord. Bien, chers amis de la presse, merci. Donc, nos amis et moi, nous sommes Je prends mon stylo. Le changement, c'est la Le changement, c'est plus tard. Plus tard, c'est maintenant. Le changement, c'est après le génocide de Ouai, de la Côte d'Ivoire. C'est un génocide. On dit crime de guerre. Il n'y a personne en face. Parce que tu as mis avec moi. Ouais, en face, il y a un peuple qui amène. Ils n'ont pas pris de guerre, ils n'ont pas pris de sont actuellement traduits à partir de le pénal international.